Merci, professeur Edmond. C'est un réel plaisir d'être ici dans cet amphithéâtre et de présenter cette conférence à la société ASID, car depuis 2019, on ne s'est pas vraiment réunis physiquement. Je suis chargée de vous présenter en 20 minutes, chose qui est un peu compliquée, l'exploration des déficits immunitaires, ou ce qu'on appelle actuellement les erreurs innées de l'immunité. Je ne sais pas pourquoi mes diapos ne s'affichent pas. En tout cas, comme l'a bien présenté le professeur Alaou, les déficits immunitaires sont en nombre de plus en plus important. De manière actuellement, on recense plus de 500 déficits immunitaires ou erreurs innées de l'immunité. Et avec les évolutions des technologies, maintenant on avait la cytométrie en flux qui nous paraissait compliquée, maintenant il y a la cytométrie spectrale. Donc à chaque fois on entend de nouvelles technologies qui nous donnent l'impression que l'exploration est très compliquée. Alors qu'avec des méthodes simples et basiques, on peut déjà être très bien orienté par rapport au diagnostic de ces patients. Donc, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est une stratégie d'exploration qui est adaptée à notre contexte. Nous sommes des pays à ressources limitées. Et donc, cette stratégie, c'est à travers des publications, et surtout des publications et des recommandations, mais aussi des publications de personnes de terrain, d'experts du terrain. Donc, je me suis surtout basée sur 2 articles, ceux de professeur Alaou et de professeur Edmond, parce que d'ailleurs, je n'ai pas trouvé d'autres articles qui parlent d'exploration dans les pays, chez les pays à faibles ressources. Donc, avant de commencer à explorer, c'est bien d'être orienté. Et l'orientation, comme l'a bien expliqué le professeur Alaou, c'est une orientation clinique. Donc, il faut une orientation clinique qui se base déjà sur quel est l'âge du patient, parce ce qu'on va évoquer chez un nouveau-né n'est pas ce qu'on va évoquer chez un adulte. Le sexe, est-ce qu'il y a des signes associés? Parce que c'est vrai que l'infection, c'est la principale symptomatologie, c'est l'infection. C'est des patients qui, comme l'a bien précisé professeur Alaou, il y a de l'auto-immunité, il y a des associations syndromiques. Est-ce que le patient a des radios et aussi il y a la microbiologie. En fonction du type de germe, on pourrait être orienté vers une anomalie de la réponse immunitaire. Et je pense que mes étudiants, j'insiste surtout sur ça dans mes cours. Et je leur dis, quand vous avez un germe extracellulaire, c'est les anticorps. C'est une atteinte de la réponse humorale. Les germes intracellulaires, c'est plus de la réponse cellulaire. Donc, quand on a de la microbiologie, ça nous aide. Mais c'est vrai que c'est pas toujours disponible et on n'a pas toujours les résultats microbiologiques. Donc après, on passe à éliminer un déficit immunitaire secondaire parce que c'est important, c'est le plus fréquent. Les déficits immunitaires secondaires sont beaucoup plus fréquents que les déficits immunitaires primitifs ou des erreurs innées de l'immunité. Et pourquoi je mets ça, même s'il y a de la clinique, mais c'est surtout pour insister sur le fait qu'il faut faire une sérologie HIV avant de commencer une exploration qui est lourde. On ne peut pas passer à des numérations de population cellulaire, à des tests immunologiques lourds, sans avoir réalisé une sérologie HIV. Ce n'est pas fréquent, surtout qu'en pays subsahariens. Même chez nous, l'infection par le VIH est fréquente et elle est présente. Donc il faut d'abord une sérologie HIV avant de commencer une exploration immunologique. Et donc, quand on va commencer, on va évaluer 2 choses. Les cellules sanguines du patient et aussi sa production d'anticorps. C'est des choses qui peuvent être simples, réalisées de manière simple par nos bilans de routine. Par les bilans de routine, donc je vais essayer de sortir juste le pointeur. Des fois, c'est plus simple. Donc, vous avez l'hémogramme, qui est un bilan routinier que nous réalisons dans tous nos laboratoires. Et vous allez voir, on va voir ensemble qu'il y a pas mal d'éléments qu'on peut avoir à travers l'hémogramme. Et aussi pour la production d'anticorps, on peut, en fonction des moyens qu'a nos patients qu'ils ont, on va passer par une électrophorèse ou un dosage d'immunoglobuline. Donc d'abord l'hémogramme. Ça, c'est juste un avant-goût. Vous aurez une séance très détaillée avec Madame Azab, c'est bon, merci. Vous avez une conférence avec professeur Aoukesh qui va vous présenter les anomalies de l'hémogramme dans les déficits immunitaires primitifs. Moi, je vais juste vous donner quelques idées par rapport à l'hémogramme. D'abord, l'hémogramme, qui est la numération formule sanguine, il faut l'interpréter en valeur absolue. Nous avons encore, malheureusement, dans nos laboratoires, il y a certains labos qui donnent des valeurs normales par pourcentage.
et ce n'est pas en pourcentage qu'on interprète une formule leucocytaire, mais c'est en valeur absolue. J'ai commencé par la formule leucocytaire parce que quand on a une suspicion de déficit immunitaire, c'est la première chose qu'on regarde. On ne regarde pas les rouges, on ne regarde pas les plaquettes, on saute sur les blancs, on essaie de voir qu'est-ce qu'il a. Donc, interpréter en valeur absolue et en fonction de l'âge. On a eu, quand on était étudiant, moi je suis un peu plus vieille que vous, mais les étudiants, généralement, ils ont, dans leur définition, une lymphopénie, c'est quand le taux de lymphocytes est inférieur à 1500. Ben non. Le taux de la lymphopénie, la définition de la lymphopénie est différente en fonction de l'âge. Un nourrisson de 2 ans, un taux de lymphocytes à 2000, il est déjà en lymphopénie. Donc, il faut interpréter en fonction de l'âge et en valeur absolue. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur les plans? Si on regarde les lymphocytes, on pourrait avoir une lymphopénie, mais aussi on peut avoir des lymphocytes normales. Parce que, donc déjà, une lymphopénie, quand on a une lymphopénie, c'est souvent une anomalie des lymphocytes T. Parce que les T, parmi les lymphocytes totaux, représentent 75 à 80% des lymphocytes. Donc, souvent, les T, la lymphopénie B isolée ne donne pas de lymphopénie totale. La lymphopénie NK ne donnera pas une lymphopénie globale. C'est surtout la lymphopénie T. Donc, quand on a une lymphopénie sur la numération, on pense à un déficit immunitaire combiné. Et quand c'est un nourrisson, on pense à un déficit immunitaire combiné sévère. Donc, la lymphopénie, c'est une anomalie des T. Mais l'absence de lymphopénie n'élimine pas une erreur de l'immunité, innée de l'immunité, y compris des SCID, parce que chez les nourrissons surtout, ils peuvent garder des lymphocytes de la maman. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis qu'on peut avoir des taux de lymphocytes normaux, parce que l'enfant peut avoir des lymphocytes de la maman, c'est un chimérisme maternel, et donc il y a des moyens pour éliminer, pour les distinguer, pour distinguer ces lymphocytes, mais une lymphopénie n'élimine pas un déficit immunitaire primitif, et même pourrait, quand on a un contexte clinique évocateur, on pourrait même ne pas éliminer un SCID. Pour les neutrophiles, quand le patient a une anomalie des neutrophiles, on s'attend à avoir une neutropénie. Cliniquement, les infections sont plus manifestes quand un taux de polynucléaire qui est inférieur à 500 éléments par millimètre cube. Quand la neutropénie est profonde, c'est en faveur de la neutropénie congénitale sévère ou la maladie de Costman. Des fois, le patient a des neutropénies qui sont, des fois, il a un taux de neutrophile normal, des fois, il est bas, et donc, c'est des patients qui ont des neutropénies fluctuantes. Tous les 21 jours, il fait une neutropénie, et après, les polynucléaires neutrophiles sont normales. Et donc, ceci, c'est juste pour vous dire que un taux de polynucléaire neutrophile normal sur un examen n'élimine pas une anomalie des polynucléaires. Donc, n'élimine pas une neutropénie cyclique. Donc, on peut avoir une anomalie des polynucléaires tout en ayant un taux de polynucléaire neutrophile normal sur un examen. Et donc, c'est d'où l'intérêt, quand on a une suspicion de neutropénie cyclique, de faire une numération qu'on répète de manière hebdomadaire pendant 6 semaines. Après, ça, c'est extrêmement rare, des anomalies d'adhésion, de molécules d'adhésion leucocytaire, mais c'est des pathologies qui vont donner des hyperleucocytoses sur l'hémogramme. Après, il y a des lignées rouges, on peut avoir des anémies. L'anémie peut être soit d'origine inflammatoire, soit auto-immune, dans le cadre des cytopénies auto-immunes. Les plaquettes, on peut avoir des thrombopénies, là encore d'origine auto-immune, mais aussi il y a des pathologies qui sont associées à des anomalies de plaquettes. Donc ici, je voudrais juste insister sur le fait que pour les plaquettes, il faut demander au laboratoire certains marqueurs que les laboratoires ont et ne mettent pas forcément ou systématiquement sur leur compte rendu, comme le volume plaquettaire moyen. C'est un élément qui peut être très informatif pour vous. Et donc, quand on a un volume plaquettaire moyen qui est bas, on a de petites plaquettes avec une thrombopénie, on pourrait, dans un cadre d'infection à répétition, penser à un syndrome de Wickott-Aldrich. Et il y a certaines pathologies qui sont aussi associées à des déformations de plaquettes. Donc, s'il est des fois intéressant de demander un frottis pour le patient, on pourrait avoir des corps de Howard-Jolly qui sont présents dans le cadre des asplénies congénitales, des inclusions au niveau des blancs, comme dans le cadre du Shediaki-Gashi, et aussi des anomalies des plaquettes dans le cadre certains déficits immunitaires combinés syndromiques. Donc c'est intéressant de voir aussi, de demander un frottis sanguin, mais avec des renseignements cliniques qui vont orienter l'épidémiologiste sur qu'est-ce qu'il doit rechercher.
Après, nous allons passer, donc, dans le bilan de première intention, nous avons parlé de l'hémogramme, et après, il y a la production d'anticorps. La production d'anticorps, on peut l'évaluer par l'électrophorèse des protéines. Sur une électrophorèse des protéines, dans le cadre d'un déficit immunitaire, on regarde la zone des gamma. Donc, la zone des gamma, on cherche une hypogammaglobulinémie ou une agammaglobulinémie, comme l'a présenté le professeur Alaoud. Donc, chez des malades atteints de maladie de Breton, on a une agammaglobulinémie. L'électrophorèse, chose que très peu de laboratoires font, n'est pas souvent rendue en valeur en fonction de l'âge. Donc là encore, même pour une électrophorèse des protéines sériques, il faut avoir les valeurs en fonction de l'âge, et il y a des articles qui précisent ça dans la littérature. Ça, c'est un poster qui a été fait en collaboration avec Sebia au CHU de Clermont-Ferrand. Après, il y a un marqueur pour lequel il y a Dr Mehlaoui qui va présenter demain, qui est la globuline calculée. En tant que pays où on n'a pas la possibilité souvent de faire des dosages d'immunoglobulines, on pourrait faire un calcul des globulines. Dans les globulines, dans les protéines sériques, il y a l'albumine, et il y a une grande partie qu'on appelle les globulines qui est composée majoritairement par les anticorps. C'était un marqueur qui était utilisé pour évaluer la fonction du foie. Mais depuis 2014, il y a des travaux qui ont essayé d'évaluer ce test comme test de dépistage des hypogammaglobulinémies. Et donc, le calcul, il est simple. On prend les protéines totales et on en déduit le taux d'albumine sérique. Et selon les travaux, apparemment, il a une sensibilité qui dépasse les 70% quand on prend un seuil de 18 grammes par litre. Donc, pour nous, en tant que pays on n'a pas beaucoup de moyens, donc c'est intéressant d'utiliser ce genre de test. Parce que sinon, si on passe au dosage des anticorps, vous savez que je ne sais pas dans les autres pays, mais chez nous, le dosage des immunoglobulines, entre une électrophorèse qui coûte 100 dirhams, un dosage des anticorps coûte aux alentours de 1000-1200 dirhams. Donc ça multiplie le coût pour le patient 10 fois. Le coût pour un dépistage, ça reste assez coûteux pour le patient. Mais le dosage des anticorps reste beaucoup plus sensible que les techniques dont on a parlé tout à l'heure, et quand même, quand on a une électrophorèse avec une hypogammaglobulinémie ou un taux de globuline calculé qui est bas, quand même, il est intéressant de compléter par un dosage d'immunoglobuline. Donc, pour le dosage des anticorps, on dose des IgG, des IgA, des IgM et des IgE. Dans les IgE, on ne s'attend pas à une hypoimmunoglobulinémie E, parce que dans la valeur normale des IgE, le taux normal, c'est inférieur à 100 ou inférieur à 200 en fonction de l'âge. Donc, l'absence des IgE, c'est quelque chose de physiologique chez nous. Mais qu'est-ce qui n'est pas normal? C'est un taux d'IgE qui est très important. Donc, quand on a un taux d'IgE qui est très important, surtout avec des valeurs supérieures à 2000, on pourrait suspecter un déficit immunitaire primitif, surtout un syndrome hyper-IgE. Pour les autres taux d'anticorps, donc on pourrait soit avoir une agammaglobulinémie quand on a une absence d'anticorps, quand on n'a aucune immunoglobuline qui est produite. On peut avoir des déficits sélectifs. Par exemple, dans le déficit isolé en IgA, c'est les patients qui ne produisent pas d'IgA. Et il y a le syndrome hyper-IgM où les patients ne produisent que des IgM et ils sont incapables de produire les autres classes d'immunoglobulines. Je voudrais souligner quelque chose, dernier point par rapport à ce dosage d'anticorps. Une hypogammaglobulinémie n'est pas présente seulement dans les défauts de la réponse humorale, même dans les combinés. Quand on a une anomalie du lymphocyte T, le B ne fonctionne pas correctement. Donc, une hypogammaglobulinémie, on la voit dans le défaut de l'immunité humorale, mais aussi dans le défaut de l'immunité cellulaire, qu'on appelle aussi le déficit immunitaire combiné. Et ces dosages d'immunoglobulines, c'est juste du quantitatif. Donc, on n'est pas, à travers ces dosages, on n'apprécie pas la qualité de ces anticorps, mais juste une production, une quantité d'anticorps. Donc après, il y a les bilans de deuxième intention. Donc après avoir bien analysé ce bilan de première intention, on passe à un bilan de deuxième intention où on peut avoir des tests quantitatifs ou des tests qualitatifs. Donc pour les lymphocytes, on peut numérer les populations lymphocytaires comme on peut évaluer leur fonction par un test qu'on appelle le test de transformation lymphoblastique. Pour les polynucléaires, on les évalue à travers l'hémogramme et on peut évaluer leur fonction à travers des tests fonctionnels comme le DHR test ou le NBT test.
Pour les anticorps, en plus des dosages immunoglobulines, on peut doser les sous-classes. Et pour la fonction des anticorps, on les évalue à travers les sérologies post-vaccinales. Et pour le complément, on peut doser les protéines, mais aussi on peut évaluer la fonction. Donc pour les sous-populations, généralement on analyse les taux des T, des B et des lymphocytes NK. Aussi, il y a d'autres marqueurs qui peuvent être demandés en fonction de l'orientation. Par exemple, chez nous, dans notre contexte marocain, on utilise et on complète systématiquement par une évaluation de l'expression de l'HLA-DR. Parce que nous avons eu des surprises de cas de SCID que nous avons après découvert a posteriori que c'était des défauts d'HLA classe 2. Et donc, si on suspecte une persistance des lymphocytes maternels, on peut chercher les lymphocytes mémoire et naïfs. En cas d'hyperleucocytose, il y a les molécules d'adhésion et j'en passe. Juste par rapport à nous, on est dans les pays africains, dans les pays subsahariens, mais même chez nous au Maroc, le Fonds mondial, nous avons à travers le Fonds mondial des numérations de CD4, CD8 qui sont disponibles à travers le programme de lutte contre le VIH. Et donc, même si on n'a pas même dans les structures où il n'y a pas les grands cytomètres, on peut déjà à travers le taux de CD4-8 avoir une orientation et diagnostiquer les déficits immunitaires combinés avec les moyens actuels. Pour les tests fonctionnels des lymphocytes T, donc c'est un test de prolifération, on va stimuler le lymphocyte et évaluer sa prolifération, soit à travers un mitogène qui est une molécule chimique qui, quand elle touche la membrane du lymphocyte, elle l'active, soit à travers des antigènes. Et donc c'est un complément diagnostic des déficits immunitaires combinés. Il faut savoir que pour les antigènes, il faut avoir une mémoire, donc il faut que le patient ait au moins un contact dans les 2 ans précédent ou une vaccination avant de réaliser ce test. Pour les tests fonctionnels des polynucléaires, je vais donner l'exemple de la granulomatose septique chronique. Il y a 2 tests. Il y a le test cytométrie en flux et il y a le test NBT. Moi, je sais qu'au Maroc, on avait commencé par le NBT test avec Leïla et Baba, qui avait commencé le NBT parce qu'il ne nécessite pas des équipements lourds. Dans les deux cas, c'est une phagocytose d'un lipopolysaccharide d'Escherichia coli qui, avec une molécule comme ici la NBT, quand le nitrobleu de tétrazolium, quand le phagocyte commence son processus de microbicidie et c'est la fonction d'explosion oxydative, le NBT il est réduit et on a un virage de coloration. Donc ici vous avez le témoin avec son virage de coloration, le patient il n'y a pas de coloration du cytoplasme des polynucléaires et ici vous avez la vectrice qui est la porteuse qui a 50% des polynucléaires normales et 50% des polynucléaires pathologiques qui elle a eu un virage sur certains et d'autres ne sont pas colorés. Le test ODHR, c'est le même principe, sauf qu'au lieu d'éliminer, d'avoir une coloration, on a une fluorescence qui est émise. Et donc là, on a de la dihydrorhodamine. Donc là, c'est une population de cellules qui n'est pas stimulée. Et quand elle va être stimulée, il y aura un déplacement de cellules, donc une libération de la fluorescence. En bas, vous avez un patient. Et donc, il n'y a pas de libération de la fluorescence. Donc, c'est un patient qui a une granulomatose septique chronique. Et au milieu, vous avez un témoin avec 2 populations. Une population fonctionnelle qui est positive et une population négative. Donc, l'avantage du DHR, c'est qu'il est plus sensible. Il donne de la quantification de cellules normales et il n'est pas opérateur dépendant. Parce qu'avant, il y a la lecture, il y a l'œil de l'opérateur qui intervient. Après, il y a le dosage des sous-classes des immunoglobulines. Et pour la fonction des anticorps, on peut évaluer la réponse vaccinale. Pour évaluer la réponse vaccinale, si on veut évaluer la réponse antiprotéique, on utilise le vaccin antitétanique et on évalue et on dose des anticorps antitétanos. Pour les anticorps antipolysaccharidiques, c'est le vaccin du pneumocoque, mais non conjugué. C'est le vaccin polysaccharidique. Pour le complément, il y a le CH50 et la P50 qui sont des paramètres fonctionnels. Donc pour la stratégie d'exploration, je vous invite à voir l'article de professeur Admou qui est très intéressant, qui reste quand même d'actualité et qui vous donnera plus d'informations par rapport à cette stratégie. Donc en conclusion, la démarche diagnostique doit être rigoureuse, simple. Elle repose sur la clinique, sur l'interrogatoire, sur l'examen de bilan de première intention. Il faut bien analyser ce que nous avons au départ pour après orienter le bilan de deuxième intention et ne pas alourdir
les frais ou bloquer ou être mal orienté dans ce bilan de deuxième intention. Un bilan biologique normal n'élimine pas un déficit immunitaire, surtout si la clinique est très évocatrice. Et dans certaines situations complexes, il est important de voir, il est important d'avoir l'avis des experts, et surtout quand on veut faire une caractérisation moléculaire et génétique, c'est très important d'être orienté par une équipe qui a de l'expérience. Et je vous remercie.